à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 8 mars, hier à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé une cérémonie intense en activité, témoignage d'un engagement sans faille pour la cause féminine. La femme marocaine, symbole de persévérance et de détermination. Elle investit tous les domaines et tous les corps de métier. Dans un instant, nous braquerons les projecteurs sur la femme gendarme. La femme brille aussi par son élan créatif. Nous le verrons à travers une rétrospective retraçant les 30 ans de carrière de l'artiste franco-marocaine Najia Mahadji, qui investit simultanément les espaces des Villas des Arts de Rabat et Casablanca. Elle donne à voir l'énergie de la musique, de la danse et de la vague. Nous entamons cette édition par les célébrations du 8 mars, des célébrations en grande pompe. Hier, à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Une cérémonie riche en activités, marquant notamment les 50 ans de l'UNFM, engagée pour la cause féminine. Cette cérémonie a ainsi notamment connu la présentation de plusieurs programmes réalisés par l'Union qui jouissent de la sollicitude de son Altesse royale. Parmi ces programmes, ceux réalisés pour améliorer les conditions de vie des filles rurales. Des projets qui bénéficient aussi d'un grand appui de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est un sujet de Zakia Belkas, Abdelali Ayed et Yassine Mourafiq, avec un commentaire de Nisri El Hamdawi. 5 décennies et 50 années d'engagement et de travail acharné pour l'émancipation de la femme. Tout un parcours tracé par l'Union nationale des femmes du Maroc, dont son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, préside aux destinées. Au gré des différents programmes et réalisations, l'Union nationale des femmes du Maroc ne cesse de placer la cause de la femme marocaine au cœur des priorités nationales. La présidence de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, de cette cérémonie, dédiée à la célébration de la Journée mondiale de la femme, illustre l'importance qu'accorde son Altesse royale à l'amélioration des aptitudes personnelles des femmes et à la nécessité de leur permettre de jouir de leurs droits fondamentaux. L'Union nationale des femmes du Maroc dessine jour après jour une image rayonnante de la femme, grâce aux efforts considérables de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Son Altesse royale a donné des directives auxquelles a répondu l'Union nationale des femmes en vue de rechercher les initiatives les plus innovantes, les plus créatives pour une meilleure autonomisation socio-économique des femmes et une meilleure action pour la justice sociale au Maroc. À cette occasion, Ahmed Abadi, membre de la commission de déontologie de l'Union, a présenté un bref aperçu d'un ouvrage en langue arabe intitulé « Richesse de la mémoire, des perspectives prometteuses ».
ouvrage qui célèbre le cinquantenaire de l'UNFM. Cet ouvrage a été signé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam. Un livre considéré comme un outil de référence et de consultation par excellence qui devra participer à la préservation de la mémoire nationale collective. Son Altesse Royale a ensuite procédé au lancement d'une nouvelle génération de centres de formation tridisciplinaires, un projet qui vise à développer des programmes et activités en relation avec la formation, ainsi que la création de nouvelles filières et programmes pédagogiques innovants et en phase avec les besoins du marché du travail, afin de motiver les femmes, les filles et les jeunes en situation de vulnérabilité, âgés entre 15 et 30 ans. Par la suite, Monsieur Mohamed El-Ghachi, président de la chaire académique Lalla Mariam pour la femme et l'enfant, a présenté le plan d'action de cette chaire, créée en exécution des hautes orientations royales et destinée à garantir un large débat qui répond aux aspirations et préoccupations de la société relatives à la femme et à l'enfant. Son Altesse Royale a ensuite suivi des explications présentées par le Wali, coordonnateur national de l'Initiative nationale pour le développement humain, M. Mohamed Dardouri, concernant le projet Dar al-Qurb lancé par l'UNFM le 8 mars 2018 en tant que structure de proximité visant à promouvoir l'intégration, l'écoute sociale et le développement de systèmes de protection sociale pour les femmes et les enfants. Le premier projet pilote réalisé dans le cadre de cette initiative qui sera généralisé par l'Union dans le reste des régions du Royaume est la maison de proximité Dar al-Qurb, province d'Orhamna. Dar al-Qurb nous a permis de mettre en place des canaux pour permettre aux femmes et aux enfants, essentiellement dans le monde rural, de leur permettre d'accéder et d'avoir un accès facile, rapide aux services aussi bien administratifs que sur le plan de la santé, que sur le plan du soutien scolaire, que psychologique, etc. Par la suite, le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, M. Mohamed Abd Nabawi, a présenté à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam le projet de mise en place d'une plateforme d'écoute, de soutien et d'orientation des femmes et des jeunes filles en situation de détresse. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam a reçu à cette occasion les représentants de nombre d'associations féminines africaines. Cette audience témoigne de l'ancrage constant du Maroc dans son continent. Je profite de votre micro vraiment pour remercier Son Altesse, remercier d'abord Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son implication et son engagement pour la promotion de la femme africaine en général et aussi pour les femmes marocaines. Son Altesse Royale a par la suite pris connaissance des initiatives entreprises par la section régionale de l'Union au niveau de la ville de Salé. En l'occurrence, l'aménagement du terrain de proximité El Hana au quartier Sidi Abdallah. Un projet qui bénéficiera aux femmes et aux jeunes filles de la région, leur offrant un cadre propice pour la pratique des sports d'équipe. Il s'agit aussi de l'acquisition de bus de transport scolaire au profit de la commune Hammer, s'inscrivant dans le cadre des efforts de lutte contre la déperdition scolaire chez les enfants. Cette initiative ouverte à d'autres partenaires a été concrétisée dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui a fait don de 5 bus. Notre principal souci est la scolarisation de la jeune fille ainsi que sa formation. Et en cette journée internationale de la femme et conformément aux hautes orientations royales, la Fondation Mohamed V pour la solidarité soutient et accompagne les programmes de l'Union nationale des femmes du Maroc. Programmes qui viennent compléter les autres programmes initiés par de nombreuses associations qui œuvrent dans divers domaines. Ainsi, les bus de transport mis par la Fondation à la disposition de l'Union nationale des femmes du Maroc sont de nature à pallier les insuffisances dans le domaine, lutter contre l'abandon scolaire, surmonter toutes sortes de difficultés et encourager la scolarisation en général.
Focus maintenant sur la présence féminine au sein de la gendarmerie royale, un corps qui accorde une place particulière aux femmes. Aucun bastion n'est fermé à la femme gendarme qui a su relever tous les défis. Elle occupe aujourd'hui des postes de haut rang et elle est tout simplement l'égale de l'homme. Mohamed Aïtishkar. La femme gendarme est désormais présente dans toutes les unités. Du contrôle sur les routes et autoroutes au groupe d'intervention sur le terrain et de lutte contre le crime et autres délits. Sa formation de base et professionnelle n'a rien à envier à celle des gendarmes de sexe masculin. La femme gendarme a même investi les unités spéciales grâce à ses compétences et à son engagement sans faille dans l'accomplissement des missions et tâches qui lui sont confiées. Y compris comme ici en matière de commandement, de maniement des armes et d'exercices militaires divers. Vous les rencontrerez un peu partout où intervient la gendarmerie royale. Visible sur les routes et dans les aéroports, beaucoup plus discrète au niveau des services et unités spéciales. La femme gendarme est hautement qualifiée notamment au niveau des unités aériennes de sauvetage et d'assistance. J'ai suivi des études à l'école royale aérienne de Marrakech durant 7 années, sanctionné par un diplôme d'ingénieur d'État dans le domaine de l'aviation. Ensuite, j'ai obtenu un certificat supérieur dans le transport aérien. On retrouve également la femme gendarme au niveau de l'Institut de criminalistique, relevant de la gendarmerie royale, où elle a investi tous les services des départements, de la balistique à la médecine légale, à la microanalyse et autres services des départements qui veillent à lever le voile sur toutes sortes de crimes et les délits de tout genre. J'ai rejoint l'Institut de la criminalistique en 1996, département de la balistique où je dirige une équipe composée de plusieurs techniciens spécialisés. Et bien évidemment, la femme gendarme est présente également au sein du groupement de cavalerie de la gendarmerie royale, où elles assurent les missions de contrôle, de recherche et d'investigation, ainsi que de dressage des chevaux. J'ai entamé ma carrière professionnelle en 2014 à l'Institut national du cheval. Ensuite, je me suis présenté au concours d'accès à la gendarmerie royale. C'était le début de concrétisation de mon rêve de servir dans le domaine sécuritaire. Autrefois, le rôle de la femme était limité à l'assistance sociale. Aujourd'hui, elle s'illustre dans tous les domaines d'activité. Au niveau des brigades, des unités aériennes, de la cavalerie, des brigades motorisées, des unités d'intervention et autres. Et au sein de toutes ces unités, elle donne l'exemple d'abnégation, de professionnalisme et de respect des valeurs nobles de l'identité marocaine. La femme marocaine investit justement tous les domaines et toutes les scènes et se fait remarquablement distinguer par une création intarissable. Fatiha Mourchid est une de ces femmes qui ont plus d'une corde à leur arc. Médecin pédiatre, poétesse et romancière, pour elle, l'acte d'écrire est une liberté doublée d'une thérapie, une belle sensibilité qu'elle cultive et résonne chaque jour dans sa vie trépidante. Sarah Katir l'a rencontrée là où elle vit et exerce à Casablanca. Poétesse, écrivain, romancière, Fatiha Mourchid est aussi docteure en pédiatrie. Et même dans l'exercice de sa profession au quotidien, la poétesse n'est jamais loin. Elle joint le geste au verbe pour traiter ses petits patients. La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, comme on dit. Et c'est pour cela que ces dernières années, on voit l'engouement qu'il y a envers la discipline de la bibliothérapie, qui est le traitement par la lecture et par les livres, essentiellement par les romans et la poésie, juste pour dire que ces deux mondes, donc celui de la médecine et celui de la littérature, ne sont pas si éloignés qu'on le croit. Fatiha Mourchid a publié plusieurs recueils. Pour elle, qui croit en la capacité du mot, l'écriture est une thérapie. Au fait, concernant l'écriture, je ne programme rien à l'avance. Je suis à l'écoute de l'écho du monde à l'intérieur de moi et je les laisse s'écouler de moi en mots, et peu importe que ce soit de la poésie ou de la prose.
Subtile et profonde, notre poétesse est en parfaite interaction et symbiose avec son environnement et son vécu, comme ici lorsqu'elle nous décrit ses sentiments après le départ de sa fille pour des études en France. Corps endolori, longtemps étouffé par effusion d'amour, impossible à écouler. Fatigué de trébucher sur la même pierre, de posséder ce qu'il n'a su aimer et de porter seul la croix d'autrui. Et c'est ainsi que Fatiha Mourchid nous entraîne dans un monde où la sensibilité est à fleur de peau et où le verbe prime. L'Algérie, toujours à la une de l'actualité, les manifestations se poursuivent contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Une marée humaine a envahi les rues d'Alger et des grandes villes du pays, défiant les mises en garde sur les risques de chaos lancés par le chef de l'État, hospitalisé à Genève, mais qui refuse de céder. La foule continue de défiler. La mobilisation ne faiblit pas dans d'autres grandes villes comme Oran et Constantine. Pour le 3e vendredi consécutif, la rue algérienne a montré qu'elle n'est pas prête à céder aux intimidations du pouvoir. Vive tension au Proche-Orient. Un Palestinien a été tué hier par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la barrière séparant le territoire palestinien et Israël. 45 autres Palestiniens ont été blessés lors des protestations. Et ce samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé plusieurs sites du Hamas à Gaza. Suite, selon Tel Aviv, à un tir de roquette de l'enclave palestinienne vers Israël hier soir. Le flot ne semble pas se tarir dans la localité syrienne de Barouz, près de la frontière avec l'Irak. Jour après jour, hommes, femmes, enfants quittent le dernier village, encore tenu par les terroristes de Daesh. Cet afflux a contraint les forces démocratiques syriennes qui mènent l'assaut avec l'aide de la coalition internationale dirigée par Washington à retarder la bataille finale pour s'emparer totalement de Barouz et donner ainsi le coup de grâce au groupe terroriste. La crise au Venezuela s'intensifie. L'opposition, comme le gouvernement, appelle à la mobilisation en pleine panne d'électricité géante. Une panne qui a soumis l'économie du pays déjà très fragile à de nouvelles tensions. Dans ce pays où l'inflation est hors de contrôle, l'argent liquide est rare, faute de billets disponibles. Seules les transactions électroniques permettent de faire des achats. L'origine de la coupure n'est pas encore connue. Des experts accusent le gouvernement socialiste de ne pas avoir investi pour entretenir les infrastructures alors que la crise économique fait rage. Brexit, les dirigeants britanniques et européens dans un dialogue de sourds, incapables de sortir de l'impasse des discussions. À 4 jours d'un vote décisif au Parlement britannique et à 3 semaines de la date prévue du divorce avec l'Union. Les deux parties continuent de buter sur le filet de sécurité, un dispositif qui prévoit en dernier recours le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE afin d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande, membre de l'UE, et la province britannique d'Irlande du Nord, destinée à en sortir. Pendant ce temps, la première ministre britannique Theresa May a demandé aux dirigeants européens de lâcher du lest. Les 50 ans de coopération entre le Maroc et l'Union européenne, coopération justement fêtée à Bni Mellal où la caravane Campus Tour Morocco a fait escale, une manifestation qui profite aux jeunes marocains et étrangers appuyés par des projets financés par l'UE. L'occasion de partager des expériences réussies pour les étudiants et les jeunes porteurs de projets. Quelques exemples dans ce reportage d'Amar Jleidi et Monia Marouche. Si cet entrepreneur Salah Del Azzouzi est aujourd'hui là, c'est pour présenter aux étudiants de Bni Mellal son projet écologique financé par l'Union européenne. Une manière d'encourager les universitaires à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai créé une ferme écotouristique très respectueuse de l'environnement. Nous y pratiquons de l'agriculture durable. Ce projet a bénéficié du soutien du programme SwitchMed. En plus de l'entrepreneuriat, plusieurs autres projets sont financés dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'innovation.
L'objectif, c'est justement de faire connaître nos programmes qui s'adressent à la jeunesse marocaine, qui est au cœur du travail de l'Union européenne au Maroc. Le Maroc est un pays très jeune, où donc la jeunesse doit jouer un rôle très important pour le présent, le futur du pays. Parmi les projets financés par l'Union européenne, le programme Erasmus, un programme qui a permis cette année à 1000 jeunes Marocains de poursuivre leur cursus en master ou en doctorat dans des pays de l'Union européenne. L'art pictural, toujours au féminin, avant de clore cette édition. Ce sera avec une artiste talentueuse, la franco-marocaine Najia Mahadji, qui présente la première rétrospective de ses 30 ans de création dans son pays d'origine. Une exposition autour de 2 thématiques qui investissent simultanément les villas des arts de Casablanca et de Rabat. Une rétrospective audacieuse entre floraison organique et vague à l'âme. Dominique Orlando nous fait découvrir une partie de ses œuvres à la Villa des Arts de Casablanca. Un sujet réalisé avec Mustafa et Aziz Angmar. On imagine que pour un artiste, et d'ailleurs pour quiconque ayant entrepris une œuvre au bout d'une longue période, se voir consacrer une rétrospective, c'est assurément porter sur soi l'équivalent d'une appréciation toute pleine de vérités nouvelles. Toute mon œuvre, c'est la synthèse entre l'art contemporain occidental et les arts d'Orient, et notamment l'art qu'on trouve dans les cultures d'islam. Disons les oppositions entre la géométrie et le floral, le travail sur la lumière, l'architecture, les reliefs soustractifs. Tout ça, on le trouve dans les murs de stuc, où on incise le stuc pour arriver à faire des motifs géométriques, et donc c'est l'ombre qui crée le dessin. Et dans mes œuvres, en fait, c'est pas l'ombre, mais c'est la réserve qui crée le dessin. Dans tous les sticks à l'huile que vous avez vus, et aussi dans le travail de fleurs d'amandier qui sont des sanguines, je fais un trait, je fais un deuxième trait, mais entre les 2 traits, il y a un espace. Cet espace, j'appelle ça la réserve. Entre floraison organique et vague à l'âme, qui n'aurait rien de dépressif, l'œuvre de Najia Mahadji se décline comme autant de nuances colorées, surgissant d'un même arc-en-ciel. En effet, je dirais cela de son travail, qu'il y a une très grande cohérence et que quelle que soit la diversité des motifs, on reconnaît en effet l'art de Najia. On le reconnaît à travers la ligne, on le reconnaît en grande partie par l'esprit qui l'anime. Cet esprit d'universalisme, cet esprit d'humanisme qui parcourt toute son œuvre, et le fait de penser, y compris dans le monde d'aujourd'hui, ce qui n'est pas une chose qui va de soi, que la beauté peut parler de tout. Et vu l'immensité de son œuvre qui englobe plus de 30 années de création, c'est à la fois sur Casablanca et sur Rabat qu'on peut aller la découvrir. Il faudra pour cela ne pas hésiter à faire exactement comme elle, à savoir prendre le risque de s'y plonger corps et âme. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de rester avec nous. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Mohamed Reda Lavidi. Au plaisir de vous retrouver demain.